Cela fait pratiquement maintenant 2 ans que cette épidémie a commencé et on n'a pas encore le sentiment, évidemment, d'en voir le bout du tunnel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Malgré la vaccination, on s'inquiète de nouveau et on le voit, des tensions à l'hôpital. Il y a cette flambée des cas de contamination. Mais il y a une relative, d'ailleurs, quand même des corrélations, pour l'instant en tout cas, entre le nombre de contaminations et le nombre de personnes en réanimation ou de décès. Mais on se dit qu'on n'est pas encore sorti de l'histoire là, de cette affaire. Ah oui. Il y a le variant Omicron, hein, donc les dernières informations sont a priori plutôt rassurantes. Il serait plus contagieux, mais pas plus dangereux. Mais on a le variant Delta qui monte très très fort. Hein. Quand vous regardez les courbes en France, aussi bien de nouveaux cas que d'hospitalisation, les courbes, aujourd'hui elles sont comme ça monte très 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 fort. Et donc ça va faire 2 ans hein, que cette maladie est arrivée, un peu plus en Chine, un peu moins chez nous. Si vous vous souvenez, hein, chez nous, ça a monté en février et puis on a été confinés en mars. En mars prochain, nous ne serons vraisemblablement pas confinés, mais nous ne savons absolument pas, toujours pas, ce qui se passera sur le plan sanitaire, combien il y aura de nouveaux cas par jour, combien il y aura de personnes à l'hôpital. Et donc, on s'installe dans un phénomène long et c'est radicalement différent sur nos façons de vivre, d'agir, de consommer, de voyager. Et donc, c'est en train, insidieusement en tout cas, c'est en train de changer profondément, de transformer profondément nos vies, notre existence, nos façons de consommer, d'investir, de vivre. Oui, sur tous les compartiments. Alors au début, on s'en est pas rendu compte. Hein. Quand il y a eu le premier confinement au printemps 2020, on s'est dit c'est une parenthèse, ça va être un moment. Ça a été pour beaucoup de gens un moment un peu suspendu. Et puis ensuite, on va tout recommencer comme avant. La paire de chaussures qu'on n'a pas pu acheter, on l'achètera après. Effectivement, on a eu un pic des ventes de chaussures, d'habillement et toute une série de produits. Et puis on a eu ensuite un deuxième confinement et puis un troisième confinement. Et au fur et à mesure que le temps passe, les événements sanitaires et les nouvelles conditions de vie que nous imposent ces événements nous amènent à décider autrement, à faire des choix autrement, à penser peut-être un peu notre façon de vivre, notre façon de dépenser, notre façon de consommer. De manière très très notamment les voyages, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Maintenant, on va y réfléchir à 2 fois avant de partir un peu plus loin. Le premier domaine où c'est le plus évident, alors sans parler des boîtes de nuit, mais clairement les voyages, voyager au loin, quand vous regardez, c'est pas reparti. Et ça aura du mal à repartir parce que, premièrement, les gens se posent des questions sur le voyage qui ne se posaient pas auparavant, des questions sanitaires. Et ils se posaient déjà avant des questions d'ordre écologique. Hein, vous vous souvenez de ce truc qui était apparu dans les pays nordiques, qui s'appelle le Flygskam, la honte de voler. Et ça n'a pas disparu. Et ce qui s'est passé pendant 2 ans, j'ai tendance à croire que ça a plutôt renforcé les questions que les gens se posent pour voyager au loin. Alors ça ne veut pas dire que nous n'irons pas à l'autre bout du monde, mais nous irons sans doute beaucoup moins souvent qu'auparavant, parce que pendant 2 ans, on a réévalué toute une série de choix. Et c'est le choix d'aller au loin, ça fait partie des choix qu'on a très très sérieusement réévalués. Pourtant, quand on écoute les professionnels du tourisme, ils nous disent en gros que les voyageurs reviendront en masse et partiront loin quand l'épidémie sera derrière nous. Hein. Oui, mais quand vous écoutez Augustin de Romanel, le patron d'Aéroports de Paris, il dit en 2024, le trafic sera revenu comme avant. J'ai tendance à croire que ça sera très très différent, même si évidemment c'est difficile à admettre, c'est difficile à reconnaître, et ça entraîne un certain nombre de changements qui sont compliqués pour les gens qui vivent de ces activités-là. Hein. En France, le tourisme est une activité tout à fait importante, hein, c'est des centaines de milliers d'emplois, voire plus. On voit une image d'avion, l'aéronautique, c'est un des points forts de l'industrie française. Donc ça pose évidemment toute une série de questions auxquelles il faudra répondre. Est-ce que les cinémas et les restaurants vont aussi faire les frais de nos nouvelles habitudes? En même temps, j'ai envie de dire que dès qu'on a pu retourner, on est tous retournés au restaurant. Je veux dire, on va pas en faire moins. Non. Alors, il y a eu sur les restaurants, il y a clairement eu du rattrapage. Hein. Si vous essayez au mois de juin dernier d'avoir une réservation dans un restaurant étoilé, c'était extrêmement compliqué parce que tout le monde tous ceux qui avaient les moyens d'aller dans ces restaurants s'y sont précipités pour rattraper. Mais à plus long terme, c'est un petit peu différent parce que la restauration à domicile s'est beaucoup développée, y compris d'ailleurs pour certains très très bons restaurants. Et chacun d'entre nous, on se pose la question différemment. Au lieu de se dire nous allons aller au restaurant, on se dit finalement on a un tel et un tel qui viennent à la maison, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose à la maison avec
un très bon plat qui va venir de l'extérieur. Mais évidemment, pour le restaurant, c'est une organisation qui est extrêmement différente. Et pour le cinéma, on a exactement la même chose. Pendant le confinement, les Français ont basculé massivement sur la VOD, sur la vidéo on demand, sur la vidéo à la demande. Et donc, c'était une tendance qui était déjà amorcée auparavant, mais qui a beaucoup accéléré pendant ces Oui, pour aller voir les grands films, les Star Wars, on ira au cinéma. On ira toujours voir Dune 2, je pense qu'on ira au cinéma. Mais pour voir la comédie intimiste française, que le cinéma français sait si bien ou si mal produire, on hésitera peut-être, on dira, de toute façon, dans 2 mois, je vais le voir sur mon opérateur de vidéo à la demande. Et donc, nous continuerons à aller au cinéma, mais nous irons moins. En revanche, il y a une partie de notre consommation de spectacles visuels qui basculera, qui a déjà basculé sur les télévisions. Vous avez remarqué que les écrans sont de plus en plus grands. D'ailleurs, quand les grandes surfaces d'électroménager ont rouvert, je ne sais pas si vous avez été frappé. Moi, j'ai été frappé par le fait qu'on voyait plein de gens sortir avec des écrans encore plus grands qu'avant. Alors, vous allez dire, les cinémas ont tenté ça fait des années d'ailleurs que le cinéma réfléchisse à la question, alors qu'ils avaient rapetissé les écrans dans des salles de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites. Maintenant, ils les agrandissent, mais la concurrence est très, très rude. Sur la consommation en ligne, on sait bien que son poids, je crois, a doublé en France depuis le premier confinement. On sait bien que la tendance était là structurellement et qu'elle s'accélère. Quel impact sur les villes? Est-ce que ça peut désorganiser notre quotidien, Alors déjà, sur ce qui s'est passé pendant ces 2 ans sur les ventes en ligne, c'est que les seniors s'y sont mis. Ils résistent, ils ont longtemps résisté, ils sont moins à l'aise souvent avec le numérique. Là, ils s'y sont mis massivement. Quand vous écoutez tous les vendeurs en ligne, ils ont été surpris de voir ça. Alors ça veut dire qu'il y a un certain nombre aussi d'achats que nous continuerons de faire en ligne. Pas tous, c'est toujours pareil. C'est pas un basculement complet, mais c'est un basculement partiel. Le problème, c'est que pour la petite boutique d'habillement dans la ville moyenne qui vivotait, elle risque d'avoir du mal à vivre. Et il y a plein de commerces comme ça qui se posent la question. Les centres commerciaux se posent d'autres questions. Il faut qu'ils réinventent leur business model. D'ailleurs, ils disent maintenant on vend de moins en moins, mais de plus en plus on fait de l'expérience consommateur. Donc on transforme la fonction du lieu. Qui n'est plus un lieu de vente, qui est un lieu où les gens un simple acte d'achat. Viennent voir, viennent toucher, et ils font ensuite l'acte d'achat en numérique. Et donc évidemment, ces changements-là, pour les villes, c'est des changements qui sont tout à fait majeurs parce que les actes commerciaux ne se font plus au même endroit, ils ne se font plus de la même manière. Des grandes agglomérations le supportent assez bien. Pour un certain nombre de petites ou moyennes villes qui étaient déjà assez fragilisées avant l'épidémie, je pense que leur décompte va être un petit peu rude. D'autant que c'est lié aussi au télétravail, on peut faire le lien aussi avec le télétravail, travailler plus souvent à la maison, ça c'est une réalité. Même si depuis quelques semaines, même si le gouvernement l'a demandé à ce qu'on en fasse plus, on est intervenu un peu sur les acquis entre guillemets de moi, la crise. Je pensais vraiment que ça allait beaucoup changer aussi sur le télétravail. Et puis, depuis 3 mois, je trouve qu'on entend une petite musique qui est un peu différente. Et contrairement à ce que je croyais, je pensais que le télétravail allait s'imposer de manière beaucoup plus générale qu'auparavant. Et on voit dans toute une série d'entreprises, dans les petites, mais aussi les grandes, que maintenant on freine à mort sur le télétravail. D'ailleurs, en octobre, là, les derniers chiffres publiés disaient qu'il y avait plus qu'1 personne sur 5 qui avait été au télétravail au moins une journée, c'est-à-dire même très peu pendant ce mois d'octobre. Et donc, je crains que sur ce plan-là, on passe à côté d'une formidable occasion de repenser, de réorganiser le travail avec le télétravail et tous les gains qui peuvent en venir, à condition de se réorganiser en profondeur. En France, on a toujours du mal à se réorganiser en profondeur. C'est compliqué. On a un dialogue social qui n'est souvent pas à la hauteur. Et donc, on est peut-être en train de passer à côté de ce changement. Et c'est amusant parce que quand les confinements ont commencé, on s'est dit « Ah, ça, il y a un truc qui va vraiment changer, c'est le télétravail ». Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être l'une des choses qui va finalement le moins rester de ces 2 années. Sur fond de pénurie dans certains métiers, on voit que de plus en plus de personnes n'ont plus envie de vivre en des horaires décalés. Alors oui, donc travailler le week-end. Voilà, le télétravail va peut-être devenir beaucoup moins dominant ou prédominant que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois. En revanche, on voit bien qu'il y a un certain nombre de salariés qui se sont
arrêté de force de travailler pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois parfois, qui ont profité, parfois même sans s'en rendre compte, de cette période pour se poser des questions qui ne s'étaient pas posées auparavant. Et donc c'est le cas notamment pour tous les salariés qui sont dans des conditions un peu particulières, donc soit de pénibilité, soit avec des horaires qui sont un peu compliqués, les horaires du soir. Le week-end, le soir. Le week-end, etc. Et vous voyez que dans toutes ces professions-là, que ce soit les cuisiniers, les infirmiers, infirmières, on a des gros problèmes de déperdition de salariés, de gens qui ont disparu. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'ils vont faire. Dans les statistiques, on a du mal à comprendre ce qui se passe sur ces professions-là. Mais il y a toute une série de femmes et d'hommes qui ont décidé de s'organiser autrement. Et plus l'épidémie dure, plus les conditions de travail ont changé pour une période qui paraissait au début temporaire, plus ces choix profonds vont aussi amener des changements radicaux et qui vont être à nouveau là, très compliqués à gérer pour certaines entreprises. Donc pour vous, Jean-Marc, on vit une espèce de virage économique majeur dans notre histoire, plus l'épidémie s'installe. Exactement, parce que plus elle s'installe, plus nous changeons, sans même nous en rendre compte, et plus nous regardons l'avenir de manière différente. Nous faisons nos choix majeurs, nos choix économiques majeurs de manière différente. On voit aussi, on aurait pu parler de l'achat de logements. On voit bien que la demande est en train d'évoluer de manière sensible. Et je ne pense pas qu'on reviendra de sitôt au monde d'avant. Donc on a un monde d'après, mais qui n'est pas le monde qu'on décrivait il y a 1 an ou 18 mois. On disait il va y avoir un monde d'après. On va se rendre compte qu'on faisait plein de choses mal et on va les faire mieux. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est qu'on a eu des conditions extraordinaires qui nous ont amenés à changer toute une série de choix économiques que nous faisons tous les jours et qui vont déboucher sur une économie qui sera sensiblement assez différente, même si aujourd'hui c'est évidemment difficile de savoir à quel point elle sera différente. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, oui. Voilà, chronique à retrouver évidemment. Billet d'humeur à retrouver aujourd'hui dans Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci à vous.